Tout le monde connaît la Mona Lisa de Léonard de Vinci, l'un des tableaux les plus célèbres de l'histoire de l'art, mais peu de personnes connaissent la réelle signification de ce tableau splendide, œuvre de l'un des personnages les plus importants et les plus éclectiques de notre passé. Des milliers de chercheurs du monde entier se sont prodigués pour trouver la signification du sourire énigmatique de la Joconde, sans jamais parvenir à la plus banale des explications, et pourtant la solution est contenue dans le paysage de fond du tableau lui-même, où apparaissent les deux côtés opposés d'un unique paysage, celui de la ville de Lecco, l'unique explication de la présence de deux niveaux différents, le côté droit étant plus bas que le côté gauche, et l'eau qui s'écoulerait certainement si on enlevait la Joconde, un phénomène qui se produit effectivement sur le cours du fleuve Adda. Bien entendu, le fait d'avoir d'abord identifié le paysage réel a été très utile pour mieux comprendre l'indication fournie par Léonard. Quant à la Mona Lisa, mieux connue en Italie sous le nom de la Gioconda, elle est par contre la représentation féminine de Léonard lui-même, le masculin et le féminin faisant partie de la même unité, comme le yin et le yang, de la même façon que le paysage derrière elle, qui forment les deux parties d'une même réalité. Il existe un terme pour définir cette union des contraires, rebis, du latin res, bis, chose double, employé par les alchimistes pour définir précisément l'union des contraires, représentée graphiquement, entre autres par Léonard de Vinci, comme un androgyne à deux têtes, un homme et une femme, qui évoque également le yin et le yang. Léonard, né en 1452, a grandi sous l'influence de la culture du néoplatonisme de Marcille Ficin, grâce à la vague de connaissances apportée à Florence en 1439 par Gémiste Pléton. Le passage de consigne idéale entre Gémiste Pléton et le jeune Léonard de Vinci a été illustré par Gozzoli dans cette fresque particulière qui se trouve dans la chapelle des Mages du palais Médicis Riccardi à Florence. C'est grâce à Marcille Ficin et à ses écrits que nous pouvons identifier la continuité du parcours inverse entre le platonisme, Platon et Pythagore, et l'orphisme, c'est-à-dire le courant religieux centré sur la figure musicale d'Orphée et sur l'immortalité de l'âme par rapport au corps qui en est la prison. Les rites orphiques avaient tendance à reproduire les rites sacerdotaux égyptiens, comparables à ceux de beaucoup d'autres cultures, comme le I Ching, le livre chinois des mutations, par exemple, qui a inspiré les métamorphoses d'Ovide. Au cours de ces rites, l'âme du défunt, pour pouvoir se réincarner une fois monté au ciel, était séparée du corps mortel, principalement au moyen de l'utilisation de mélodies harmoniques répétitives de la musique des sphères, le complexe de vibrations harmoniques relatives à l'influence des 7 planètes principales et du Soleil, narré par Platon dans le Timée. Le mythe d'Orphée et l'épisode de la perte d'Eurydice est raconté dans le cadre de l'Académie néoplaticienne de Florence par le poète Policien, qui met en scène la fable d'Orphée à Mantoue en 1480. Je te la rends, mais avec ces lois, qu'elle te suive sur le chemin aveugle, mais jamais tu ne porteras ton regard sur son visage, jusqu'à ce qu'elle revienne parmi les vivants. La fable d'Orphée de Policien fut représentée au théâtre sur une scénographie de Léonard dont l'étude est célèbre, feuille du théâtre de 1506, contenue dans le Codex Arundel. Venons à Mona Lisa et à ses paysages afin de capturer un élément auquel, jusqu'à présent, personne n'avait prêté attention. Le côté gauche de l'arrière-plan
est le même que celui que Léonard a utilisé pour mettre en scène la représentation de l'Orphée de Policien. La musique est tout d'abord la cause du processus de réunification d'Orphée avec sa bien-aimée Eurydice, interrompu pour avoir abandonné le principe unique de la dualité, qui est le mariage spirituel, les noces alchimiques, la dualité qui se recompose, thème principal de la flûte enchantée de Mozart. Papageno est un oiselier vagabond, vêtu de plumes, qui, au son d'une boîte à musique magique, parvient à trouver son âme sœur, Papagena, triomphant ainsi sur la reine de la nuit. La montagne citée tout à l'heure et représentée par Léonard donne en fait les indications pour trouver la musique des sphères de Léonard de Vinci, que j'ai récemment découverte dans une demeure de la Valtelline. Cette musique y est représentée par un extraordinaire vol d'oiseaux en opposition, la concrétisation d'un canon dont les symétries de la flûte enchantée de Mozart sont l'une des nombreuses dérivations, comme le canon de Pachelbel ou le thème de la folie, ou encore l'œuvre tardive de Bach. Léonard dissimulera cette même musique dans la dernière scène, en utilisant les annotations chironomiques, c'est-à-dire l'utilisation des mains pour indiquer les hauteurs et les mesures musicales. Giovanni Pierluigi da Palestrina lui-même, fondateur de la musique contrapuntique sacrée vaticane, se fait faire un portrait dans un carrosse avec le paysage de la Joconde derrière lui, comme pour indiquer la source d'inspiration de ses connaissances musicales. Le lien entre la montagne indiquée par Léonard, le Saint Martino de Lecco, et la musique capable de rétablir la dualité spirituelle s'exprime un peu chez tous les artistes de la Renaissance, italiens et européens, par le biais de l'association entre la montagne et un vol d'oiseaux en opposition et qui s'accouplent en vol. Parmi eux, Domenico Ghirlandaio, Vocation des apôtres, 1481, Chapelle Sixtine. Ce n'est pas un hasard si Léonard présentera cette musique lors de la célébration du mariage d'Isabelle d'Aragon et de Jean Galeas Sforza en 1490, en mettant en scène la fête du paradis, une représentation comprenant des étoiles et des planètes acteurs, pour étayer le fait que cette partition représente la musique des sphères célestes, comme elle est narrée également par Cicéron, puis reprise par Marsile Ficin. Tu écoutes cette harmonie qui, formée d'intervalles inégaux mais calculés suivant de justes proportions, résulte de l'impulsion et du mouvement des sphères et dont les sons aigus ou graves, tempérés les uns par les autres, produisent régulièrement des accords variés. De si grandes masses ne sauraient se mouvoir en silence, et la nature a voulu qu'à l'extrémité de tous ces intervalles retentissent d'un côté des sons graves, de l'autre des sons aigus. Ainsi, le ciel des étoiles fixe, le plus élevé, le plus rapide, rend un son aigu et pressé, et le dernier, celui de la Lune, un son grave et lent. Et c'est ainsi que les sphères forment 7 accords distincts, et le nombre septénaire est le nœud de presque toute chose. Les hommes qui ont su imiter cette harmonie avec la lyre et la voix se sont rouvert le chemin des cieux, comme ces autres mortels dont le sublime génie s'est élevé de la vie humaine aux connaissances divines. Une fois encore, ce n'est pas une coïncidence si Léonard arrive officiellement à Milan en 1482 en tant qu'excellent musicien, joueur de lyre. Et c'est justement le début de cette partition choisie par Léonard, c'est-à-dire un mariage, qui offre l'occasion de la reprise de l'orphisme au moyen de la musique comme un outil d'union spirituelle entre un homme et une femme,
et la musique. En lisant le menu du banquet des noces, rédigé par le poète de cour Bellincioni, appelé Ordre de la Imbandizone, et dont la fondation Bing détient aujourd'hui l'unique version, nous pouvons déduire la relation étroite existante entre Orphée, la musique et la façon de la représenter par un vol d'oiseau en opposition. La musique des sphères, dissimulée par Léonard dans cet extraordinaire vol d'oiseau en opposition, est musicalement structurée par un croisement en contrepoint à spirale croissante, jusqu'à l'infini, déterminé par l'influence fréquentielle de chaque planète, comme Léonard lui-même le décrit dans son étude pour la scénographie de l'Orphée. Quand B descend, A monte. Pluton rencontre H, le contrepoids naît en grand silence et se termine en grande puissance. Ceci détermine la structure géométrique et harmonique de toute la partition que nous a laissée Léonard pour composer cette espèce d'ascenseur cathartique, comme il l'écrit lui-même quand il proposa le prototype de l'hélicoptère hélicoïdal, comme union spirituelle entre l'élément mâle et l'élément femelle. Je trouve, si cet instrument à vis sera bien fait, c'est-à-dire fait de toile de lin, au port bouché à l'amidon et faite rapidement tourner, qu'une telle vis fera la femelle dans l'air et ira vers le haut. Le morceau de Mozart en fond sonore, et qui rappelle l'union entre Papageno et Papagena, exprime de manière exemplaire la structure harmonique dans laquelle les deux voix, féminine et masculine, se vissent pour former un élément unique. Bist du mir nun ganz gegeben? Nun bin ich dir ganz gegeben. Nun so sei mein liebes Weibchen. Nun so sei mein Herzenstäubchen, Mein liebes Weibchen, mein liebes Weibchen. Welche Freude wird das sein? Welche Freude wird das sein? Wenn die Götter uns gedenken. Wenn